Mon oncle a vendu la maison de mon enfance après la mort de ma mère. Il a dit, elle n'a jamais contribué à cette famille de toute façon. Mes cousins ont partagé l'argent. Je n'ai rien reçu. Puis le nouveau propriétaire m'a appelé, nous avons trouvé un coffre-fort au sous-sol avec ton nom dessus. Mon fils de 8 ans et moi y sommes allés. À l'intérieur, il y avait une lettre de ma mère et des actes de propriété que mon oncle prétendait inexistants. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque mon oncle Frank se tenait aux funérailles de ma mère et a murmuré à ses enfants qu'elle était enfin partie et qu'il pouvait nettoyer son désordre, j'ai cru qu'il parlait de ses factures médicales. Le traitement contre le cancer avait épuisé ses économies et je m'étais préparé à l'aider à régler les conséquences financières. Mais en le regardant inspecter le salon funéraire comme s'il calculait la valeur des arrangements floraux, une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Je n'aurais jamais imaginé qu'il voulait dire voler la maison de mon enfance et tout ce que ma mère avait laissé derrière elle. La façon dont il a souri ce jour-là aurait dû être mon premier avertissement. Ce n'était pas du chagrin, c'était de la satisfaction. Je m'appelle Melinda Raburn, et je vais vous raconter comment mon oncle de 61 ans a tenté d'effacer ma mère de l'histoire de notre famille. Comment il a convaincu ses propres enfants de trahir leur cousine, et comment un simple appel téléphonique d'un inconnu a révélé 30 ans de sa tromperie. Mais ce qui rend cette histoire digne d'être racontée, ce n'est pas la trahison ou même l'argent qu'il a volé. C'est le fait que ma mère, Dorothy Raburn, une infirmière à la retraite que tout le monde considérait comme trop confiante et trop simple, s'était préparée à son avidité depuis le jour où elle a été diagnostiquée. Elle savait exactement ce que Frank ferait, et elle l'a planifié avec la précision d'un maître d'échecs, préparant un échec et mat 15 coups à l'avance. C'est l'histoire de comment une femme mourante a protégé sa fille d'outre-tombe. Comment un coffre-fort caché dans un sous-sol a tout changé, et comment parfois la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui détient toutes les cartes. Mon fils de 8 ans, Tyler, dit que sa grand-mère était comme une super-héroïne secrète. Après tout ce qui s'est passé, je pense qu'il a peut-être raison. Ce que Frank n'a jamais compris à propos de ma mère, c'est que 30 ans de soins infirmiers lui avaient appris à lire les signes vitaux des gens. Pas seulement leur tension artérielle et leur rythme cardiaque, mais leurs intentions, leur cupidité, leur désespoir. Elle pouvait repérer un menteur de l'autre côté d'une salle d'hôpital, et elle avait observé Frank mentir pendant des décennies. La vie après avoir perdu ma mère, c'était comme marcher dans le brouillard. Chaque matin, je me réveillais dans mon petit appartement de 2 chambres du côté ouest de la ville, je préparais le petit déjeuner pour Tyler et je me surprenais à prendre le téléphone pour l'appeler. Cela faisait 3 semaines que Dorothy Raburn était décédée, et mon corps n'avait pas encore rattrapé la réalité. Mes doigts connaissaient encore son numéro par cœur. Mes oreilles s'attendaient encore à entendre sa voix à 19h30 chaque soir, demandant comment s'était passée notre journée. Dorothy Raburn avait été mon ancre à travers tout ce que la vie nous avait réservé. Elle a passé 30 ans comme infirmière chirurgicale à l'hôpital Riverside General, travaillant des gardes de 12 heures sans se plaindre, rentrant à la maison avec des histoires de patients qu'elle avait aidés à guérir et de familles qu'elle avait réconfortées. Même pendant sa propre bataille contre le cancer, elle a conservé cette même grâce constante. La douleur n'est qu'une information, ma chérie, me disait-elle pendant ses séances de chimio. Elle nous dit ce qui a besoin d'attention. Nous devons juste écouter et répondre avec amour. Les 6 derniers mois avaient été les plus difficiles. Voir quelqu'un qui avait pris soin de milliers de personnes lutter pour accepter de l'aide elle-même me brisait le cœur quotidiennement. Maman, pourquoi ne viens-tu pas vivre avec nous ? Lui avais-je demandé d'innombrables fois pendant son traitement. Tyler et moi avions vidé la chambre d'amis, acheté un nouveau lit avec des barrières de sécurité, recherché le meilleur équipement de soins à domicile. Ma chérie, cette vieille maison contient tous mes souvenirs avec ton père, répondait-elle toujours, ses mains serrant les miennes avec une force surprenante. Laisse-moi rester là où je me sens le plus proche de lui. De plus, tu as besoin de ton espace pour être une mère pour Tyler, pas une infirmière pour moi. La maison sur Elm Street n'était pas seulement une propriété pour notre famille. C'était là que mon père, James Raburn, l'avait portée sur le seuil en tant que jeune marié. C'était là que papa m'avait appris à faire du vélo dans l'allée, ses mains fortes me stabilisant avant que l'accident ne l'emporte alors que je n'avais que 5 ans. Maman m'avait élevé seule dans cette maison, gardant le souvenir de papa vivant dans chaque recoin. Elle avait cousu ma robe de bal à la table de la cuisine, la même table où elle m'avait aidé à faire mes devoirs pendant 13 ans. 3 générations de Raburn avaient gravé leur taille sur le cadre de la porte du garde-manger, une tradition commencée par mes grands-parents en 1962.
Tyler aimait visiter sa grand-mère là-bas plus que n'importe où ailleurs dans le monde. La maison de grand-mère Dorothy sent les biscuits et les vieux livres, disait-il. Et il avait raison. Elle avait toujours des snickerdoodles dans le bocal en céramique en forme de pomme. Et les étagères encastrées dans le salon contenaient des premières éditions qu'elle avait collectionnées dans des vide-greniers pendant 40 ans. Il se blottissait à côté d'elle sur le canapé en cuir usé qui avait été le préféré de mon père, et elle lui lisait des histoires des mêmes livres qu'elle m'avait lus. « Raconte-moi encore l'histoire de grand-père James », demandait Tyler. Et maman décrivait mon père comme s'il venait de sortir faire les courses et serait de retour d'une minute à l'autre. Elle le gardait en vie à travers les histoires de ses blagues terribles, son amour pour le baseball des Cubs, sa capacité à tout réparer avec du ruban adhésif et de la détermination. Pendant ces dernières semaines, lorsque l'infirmière des soins palliatifs a commencé à venir quotidiennement, maman avait semblé préoccupée par quelque chose au-delà de sa douleur physique. « Tout ce qui est important est exactement là où il doit être, Melinda », m'avait-elle dit un après-midi, agrippant ma main plus fort que sa force n'aurait dû le permettre. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la tenue des dossiers. Tu te souviens du système de classement ? » Je pensais qu'elle parlait de ses papiers médicaux, de ses formulaires d'assurance, peut-être de son testament. Elle avait toujours été méticuleuse dans son organisation, chaque reçu classé, chaque document dans son dossier approprié, chaque papier important en triple exemplaire. Un pour toi, un pour eux, et un pour la preuve, disait-elle. Après son décès, j'ai supposé que nous aurions le temps de tout trier correctement. Les funérailles étaient modestes, mais magnifiques, remplies d'anciens collègues de l'hôpital, de patients dont elle avait touché la vie, de voisins qui la connaissaient depuis des décennies. Frank avait prononcé un discours sur l'héritage familial qui semblait sincère à l'époque. Dorothy a porté le nom des Raburn avec dignité, avait-il dit, bien que quelque chose dans son ton ait poussé mon amie Denise à me serrer la main en guise d'avertissement. J'avais prévu de prendre une semaine de congé de l'enseignement pour passer lentement en revue la maison, pour laisser Tyler dire au revoir à chaque pièce, pour emballer ses affaires avec le respect qu'elle méritait. Nous garderions ce qui comptait, donnerions ce qui pourrait aider les autres, et prendrions des décisions en famille concernant la maison elle-même. Mais 3 semaines après les funérailles, quand je me suis enfin sentie assez forte pour affronter cette maison vide, j'ai découvert que l'oncle Frank avait déjà pris ses décisions pour nous. Les serrures avaient été changées, et tout ce que je pensais savoir sur ma famille était sur le point de voler en éclats. 3 semaines après les funérailles, j'ai conduit Tyler à la maison de maman pour récupérer quelques albums photos. Il me demandait la photo de lui et de sa grand-mère à sa fête de 5e anniversaire, celle où elle lui avait fait un gâteau dinosaure à partir de rien. Quand nous nous sommes garés dans l'allée de la maison coloniale de 2 étages sur Elm Street, quelque chose n'allait pas immédiatement. La clé de secours n'était pas sous la grenouille en céramique où maman l'avait gardée pendant 20 ans. J'ai essayé ma clé. Elle ne tournait pas. Les serrures avaient été changées. « Maman, pourquoi on ne peut pas entrer ?» a demandé Tyler à côté de moi, serrant l'ours en peluche que sa grand-mère lui avait donné à Noël dernier. Mes mains tremblaient en composant le numéro de l'oncle Frank. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix désinvolte comme s'il s'attendait à mon appel. « Comment ça, tu l'as vendu ?» ai-je crié dans le téléphone, sans me soucier que Tyler me regardait avec de grands yeux à côté de moi. « Baisse la voix, Melinda. C'est une affaire de famille, pas un drame de quartier. » Le ton de Frank était froid, calculé, rien à voir avec l'homme qui avait prononcé cet éloge funèbre touchant. Dorothy n'a jamais rien contribué à la richesse de cette famille. Cette maison a été achetée avec l'argent des Raburn, l'argent de nos parents. Elle y a juste vécu sans payer de loyer pendant 40 ans pendant que le reste d'entre nous travaillait vraiment pour ce que nous avons. Elle était mariée à ton frère. Mon père était aussi un Raburn pendant 5 ans avant de mourir. Ensuite, elle a juste squatté là, jouant la veuve éplorée, profitant de la générosité de notre famille. Sais-tu ce que cette propriété vaut maintenant ? 400 000 $. De l'argent qui appartient au vrai Raburn. Mon estomac s'est noué. Elle m'a élevé dans cette maison. Elle a été ta belle-sœur pendant 40 ans. Comment peux-tu dire qu'elle n'a rien contribué ? Être infirmière, ce n'est pas créer de la richesse, Melinda. C'est juste un travail. Mes concessions d'automobile, elles, ont créé une valeur réelle. L'agence immobilière de Bradley, c'est une contribution. Même l'entreprise de marketing de Stéphanie apporte quelque chose. Qu'est-ce que Dorothy a jamais fait, à part prendre de la place ? Et moi ? Je suis la fille de James. Cette maison devrait me revenir. Frank a ri, un son laid qui a poussé Tyler à se serrer contre moi. Toi ? Tu es une enseignante d'école publique qui vit d'un chèque de paie à l'autre.
Tu ne pourrais même pas payer les impôts fonciers de cet endroit. Bradley et Stéphanie sont tout à fait d'accord avec moi. Nous avons déjà partagé l'argent de la vente en 3. Considère les factures médicales de ta mère que je n'ai gracieusement pas poursuivies comme ton héritage. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Bradley, mon cousin qui passait les étés avec nous à la maison, à qui maman avait appris à nager à la piscine municipale. Sa secrétaire a dit qu'il n'était pas disponible. Il n'a jamais rappelé. Stéphanie a envoyé un texto 2 heures plus tard. L'oncle Frank a tout géré légalement. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Maman Dorothy voudrait que la famille aille de l'avant. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de Robert Merchant, l'avocat de la famille que je pensais m'aider. Il a remué des papiers, mal à l'aise. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Frank avait une procuration, Melinda. Ta mère lui a cédé la maison 3 mois avant sa mort. Voici sa signature. Il a poussé un document sur le bureau. C'était là. L'écriture de maman, bien que plus tremblante que d'habitude. La date correspondait à sa pire période, lorsque les analgésiques étaient si forts qu'elle pouvait à peine me reconnaître certains jours. Mais elle était sous morphine. Elle pouvait à peine tenir un stylo. Il a dû la presser, la troubler. Merchant a haussé les épaules. Les signatures sont authentifiées par un notaire. Sans preuve concrète de coercition ou d'incompétence, il n'y a rien à contester. Frank a aussi des dossiers montrant qu'il a payé diverses réparations de la maison au fil des ans, ce qui renforce sa revendication. Je suis désolé, mais légalement, il avait tout à fait le droit de vendre. Mon amie Denise m'a trouvé en sanglots dans ma voiture devant le palais de justice. Elle m'a serré dans ses bras pendant que je lui expliquais tout, Tyler sur la banquette arrière demandant pourquoi l'oncle Frank était méchant. Ce salaud a planifié ça, a dit Denise. Il a attendu que Dorothy soit trop malade pour se défendre. Pendant des semaines, je me suis torturé avec des questions. Maman avait-elle vraiment signé ces papiers volontairement? Était-elle confuse, sous pression, menacée? Ou est-ce que je refusais simplement d'accepter que peut-être, dans sa douleur et sa peur, elle avait voulu que Frank s'occupe de tout? Pourquoi es-tu si triste tout le temps, maman? A demandé Tyler un soir, grimpant sur mes genoux alors que je regardais de vieilles photos. La maison de grand-mère Dorothy me manque, c'est tout, ai-je admis en le serrant fort contre moi. Moi aussi. Tu te souviens des chasses au trésor qu'elle me préparait? Elle disait qu'il y avait des secrets dans chaque recoin. Elle disait que la maison se souviendrait toujours de nous, même si on ne pouvait plus y aller. Je lui ai embrassé la tête, me demandant comment j'allais lui expliquer que l'oncle Frank n'avait pas seulement volé une maison, mais chaque parcelle physique de la mémoire de sa grand-mère. Les albums photos, ses bijoux, la montre de mon père, les courtes pointes qu'elle avait faites, tout avait disparu, vendu ou partagé entre des cousins qui ne répondaient pas à mes appels. Frank avait effacé Dorothy Raburn comme si elle n'avait jamais existé. 2 mois passèrent dans un flou de colère et de résignation. Je m'étais jeté à corps perdu dans l'enseignement, corrigeant des copies jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, n'importe quoi pour ne pas penser à ce que Frank nous avait volé. Tyler avait cessé de demander à visiter la maison de sa grand-mère, mais je le surprenais à regarder sa photo chaque soir avant de se coucher. J'avais commencé à accepter notre nouvelle réalité. Pas de maison familiale, pas de souvenirs, pas de point final. L'héritage de la famille Raburn avait été divisé et nous n'étions plus considérés comme de vrais Raburn. Puis mon téléphone a sonné un mardi après-midi alors que je corrigeais des tests d'orthographe dans ma classe vide. Le numéro était local mais inconnu. Est-ce Melinda Raburn? La fille de Dorothy? La voix était bourrue mais gentille, comme celle de quelqu'un qui travaillait de ses mains et parlait sans détour. Oui, c'est Melinda. Je m'appelle Roger Hutchkin. J'ai acheté la maison de votre mère à votre oncle. Écoutez, je rénove le sous-sol et nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. De très intéressant. Il y a un coffre-fort encastré dans le mur de fondation, caché derrière un faux panneau qui était couvert par de vieilles étagères. Il y a votre nom gravé dessus. Mon cœur s'est arrêté. J'ai posé mon stylo rouge, regardant l'encre bavée sur la copie d'un élève. Mon nom? Il est écrit, pour Melinda Ann Raburn. À n'ouvrir qu'avec amour. Madame, je pourrais le forcer, mais quelque chose me dit que votre mère n'aurait pas voulu ça. La finition de cette installation est précise, délibérée. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour cacher ça. Connaissez-vous la combinaison? Je la connaissais. Le souvenir m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir. J'avais 16 ans, la veille de mon départ pour le camp d'été. Maman m'avait entraîné dans le sous-sol alors que le vieil établi de papa était encore là.
Melinda, j'ai besoin que tu mémorises quelque chose, avait-elle dit, son visage plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. L'anniversaire de ton père. 15 avril 1963. Répète-le. Je l'avais répété, ne comprenant pas pourquoi elle était si intense à propos de chiffres. Certaines choses valent la peine d'être protégées, avait-elle dit. Et certaines protections doivent rester secrètes jusqu'au bon moment. Promets-moi que tu te souviendras de ces chiffres. J'avais promis, pensant qu'elle était mélodramatique. Mais je ne les ai jamais oubliés. Ils sont devenus le rythme que je comptais quand j'étais nerveuse, le motif que je traçais quand je ne pouvais pas dormir. Monsieur Uchka, puis-je passer ce soir? Je peux apporter la combinaison. Bien sûr, amenez qui vous voulez pour vous sentir à l'aise. Je sais que cela doit être étrange, recevoir un appel d'un inconnu à propos de la maison de votre mère. Ce soir-là, Tyler et moi nous tenions dans le sous-sol de la maison de mon enfance. L'odeur m'a d'abord frappé. Les sachets de lavande de maman mélangés au vieux bois et à quelque chose d'indéfinissable qui signifiait simplement « chez soi ». Roger Uchka était un homme costaud d'une quarantaine d'années, avec des mains calleuses et des yeux bienveillants. Il avait retiré toute une section de panneaux de bois pour révéler un coffre-fort mural de qualité professionnelle dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. « Votre mère a dû le faire installer spécialement », a dit Roger en passant sa main sur les bords. Il est encastré dans la fondation même, derrière la construction d'origine. À moins de savoir exactement où chercher et quoi chercher, vous ne le trouveriez jamais. Je ne l'ai remarqué que parce que je vérifiais les dégâts des eaux, et le mur sonnait différemment ici. Tyler a tiré sur ma main. C'est un des secrets de grand-mère, maman? Je pense que oui, mon bébé. Roger a reculé, nous laissant de l'espace. Je veux que vous sachiez quelque chose, Madame Raburn. Votre mère m'a appelé 2 mois avant de mourir. Elle a dit, si Frank Raburn essaie un jour de vendre cette maison, je devrais l'acheter. Elle m'a payé le double du prix demandé d'avance pour garantir que je serais l'acheteur. Elle a dit, je comprendrai toute une fois que nous aurions trouvé ce qui devait être trouvé. Mes mains tremblaient en m'approchant du coffre-fort. La gravure était magnifique, professionnelle. Ce n'était pas un ajout récent. Cela était là depuis des années, attendant. J'ai entré l'anniversaire de papa. Chaque chiffre était un petit acte de foi. 15 avril 1963. Le verrou a cliqué. Le son a résonné dans le sous-sol comme une cloche. Elle savait, ai-je murmuré. Elle savait que Frank ferait ça. Roger a hoché la tête. Elle savait aussi que je vous appellerais. Elle m'a donné votre numéro. Elle m'a dit d'attendre exactement 2 mois après la vente, puis de commencer à rénover le sous-sol. Elle a dit que vous auriez besoin de temps pour faire votre deuil correctement d'abord. J'ai tourné la poignée. À l'intérieur du coffre-fort se trouvaient 3 enveloppes manilles, une lettre avec mon nom dessus, écrite de la main précise de maman, et une petite boîte en bois que j'ai reconnue comme étant la boîte à cigares de mon père, celle qui était censée avoir été perdue dans une inondation il y a 20 ans. « Voulez-vous de l'intimité » a demandé Roger doucement. J'ai regardé cet étranger en qui ma mère avait placé sa confiance pour son plan final. « Restez, s'il vous plaît. Je pense qu'elle voulait un témoin. » Avec Tyler pressé contre moi et Roger Uchka se tenant en sentinelle, j'ai ouvert la lettre qui allait tout changer. La voix de ma mère semblait remplir le sous-sol alors que je lisais la première ligne à haute voix. « Ma très chère Melinda, si tu lis ceci, c'est que Frank a fait exactement ce que j'attendais. » À l'intérieur du coffre se trouvaient 3 enveloppes en papier craft, chacune étiquetée de l'écriture soignée de maman, une lettre à mon nom et la petite boîte en bois. Mes mains tremblaient en dépliant la lettre datée de 6 mois avant sa mort. Tyler se serra contre moi et Roger se tenait silencieusement près des escaliers, nous laissant de l'espace tout en restant comme témoins. « Ma très chère Melinda, si tu lis ceci, c'est que Frank a fait exactement ce que j'attendais. Il tourne en rond comme un vautour depuis mon diagnostic, m'apportant des papiers à signer pour mon propre bien. Il pense que je ne suis qu'une femme mourante et idiote qui fait confiance trop facilement. Ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque document qu'il possède est sans valeur. Le véritable acte de propriété de cette maison, celui que ton père et moi avons signé ensemble en 1983, se trouve dans l'enveloppe A, avec l'acte de propriété du chalet au bord du lac à Sterling Falls, dont Frank ignore l'existence. Ton père l'avait acheté comme surprise pour notre 10e anniversaire. Il est décédé 2 semaines plus tard, avant de pouvoir le dire à qui que ce soit d'autre que moi. Je le loue depuis 33 ans. L'enveloppe 2 contient les relevés bancaires d'un compte dont Frank ne sait rien. Il y a 340 000 $ de loyers accumulés du chalet, plus le véritable héritage de ta grand-mère que Frank a volé.
Oui, j'étais au courant des 200 000 $ manquants qu'il prétendait être allés au droit de succession. Je rassemble des preuves depuis 15 ans. Chaque signature falsifiée, chaque document falsifié, chaque paiement détourné, tout est ici. L'enveloppe 3 contient des photos de chaque objet de famille que Franck a pris dans la maison. J'ai tout catalogué la semaine avant de le laisser m'aider à organiser. Numéro de série, expertise, photographie, le tout notarié et daté. Il n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. L'avocat, Harold Wexler, a des copies de tout. Il attendait ma mort pour te contacter, mais je voulais que tu trouves ça d'abord. J'avais besoin que tu saches que ta mère n'était pas une victime. J'ai été infirmière chirurgicale pendant 30 ans, mais j'ai aussi passé 10 ans à gérer le service de conformité légale de l'hôpital. Je sais exactement comment documenter un crime. Franck m'a toujours sous-estimé parce que j'étais juste une infirmière. Il n'a jamais su que j'avais aidé à poursuivre 3 cas de fraude à Medicare qui ont envoyé des administrateurs d'hôpital en prison. Je sais comment pensent les criminels parce que j'ai aidé à les attraper. Roger Hutchkin n'est pas un acheteur au hasard. C'est un homme bon dont j'ai sauvé la fille lors d'une chirurgie d'urgence il y a 15 ans. Il ne me doit rien, mais il a insisté pour m'aider quand je lui ai expliqué le plan de Franck. L'argent que je lui ai payé pour acheter cette maison est techniquement le tien. Un prêt du compte du chalet. Il te la revendra dès que tu seras prête. Avec tout mon amour. Maman. PS vérifie la boîte à cigares de papa. Franck a passé des années à la chercher. Il n'a jamais pensé à vérifier derrière le mur qu'il m'a insulté de garder vide. J'ai ouvert la boîte en bois avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait la montre de mon père, son alliance et une clé USB étiquetée, les plus grands succès de Franck. Roger s'est avancé. Votre mère m'a aussi donné quelque chose. Il a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. C'était maman, les yeux clairs et l'esprit vif, assise dans ce même sous-sol 2 mois avant sa mort. Je suis Dorothy Raburn, dit-elle dans la vidéo, sa voix forte. Je suis saine d'esprit et de corps malgré mon diagnostic en phase terminale. Je crée cet enregistrement pour établir que tout document prétendument signé par moi donnant à Franck Raburn une procuration ou la propriété de ma maison sont des faux. Je n'ai jamais signé de tels papiers. J'ai pris des dispositions pour que la propriétaire légale de cette maison, ma fille Melinda, reçoive son héritage légitime malgré les tentatives de vol de Franck. Il y a plus, dit Roger doucement. Elle a enregistré Franck. Elle avait une caméra de surveillance dans sa chambre d'hôpital. Il a joué une autre vidéo. La voix de Franck était claire, parlant à quelqu'un hors champ alors que maman semblait dormir dans son lit d'hôpital. Elle est tellement droguée qu'elle signerait n'importe quoi. Mais juste le stylo dans sa main et guide-la. Le notaire est mon homme. Il ne posera pas de questions. Bradley et Stéphanie sont d'accord. Melinda n'aura rien. Elle ressemble trop à Dorothy de toute façon. Tout cœur et aucun sens des affaires. Tyler m'a regardé avec de grands yeux. Grand-mère faisait semblant de dormir. Elle nous protégeait, mon bébé. J'ai ouvert l'enveloppe 2. Les relevés bancaires montraient 33 ans de revenus locatifs soigneusement investis, augmentant tranquillement pendant que Franck pensait que maman était fauchée. La location du chalet à elle seule rapportait 1500 $ par mois. Il y avait aussi des copies de mails entre Franck et ses enfants planifiant le vol de la maison, discutant de la manière de m'empêcher de me défendre. L'enveloppe 3 était dévastatrice et justicière. Chaque pièce de souvenir de mon père, la porcelaine de ma grand-mère, les bijoux de maman, tout photographié et documenté avant que Franck ne vide la maison. Elle avait même caché des traceurs GPS dans certaines pièces. Les journaux de bord les montraient chez Franck. Votre mère était brillante, dit Roger doucement. Elle a transformé la cupidité de Franck en preuve. Chaque crime qu'il a commis est documenté. J'ai regardé autour du sous-sol où maman avait orchestré tout cela en mourant d'un cancer, en proie à une douleur insupportable, tandis que Franck lui murmurait du poison à l'oreille. Elle l'avait laissé croire qu'il avait gagné, tout en montant un dossier qui le détruirait. Monsieur Hutchkin, dis-je, ma voix ferme pour la première fois depuis des mois. Je pense qu'il est temps d'appeler Harold Wexler. La bataille juridique qui a suivi a été rapide et dévastatrice pour Franck. Harold Wexler se préparait depuis 3 ans, depuis que maman l'avait contacté pour la première fois avec ses soupçons. Les documents falsifiés se sont effondrés sous l'examen. Le notaire que Franck avait soudoyé a avoué immédiatement face aux preuves vidéo. En 6 semaines, Franck faisait face à des accusations criminelles pour fraude, abus de personnes âgées et faux. Les marches du palais de justice, où j'avais autrefois pleuré ma défaite,
sont devenus l'endroit où l'empire de Frank s'est effondré. Bradley et Stephanie, confrontés aux preuves de leur participation à la conspiration, ont immédiatement rendu leur part de l'argent de la vente de la maison. La femme de Bradley m'a appelé personnellement, en pleurant, disant qu'elle n'avait jamais été au courant du complot. Stephanie a envoyé un chèque avec une note qui disait simplement « Je suis désolée. Tante Dorothy méritait mieux de notre part à tous. » Roger Hutchkin a tenu sa promesse à ma mère. « La maison est à vous quand vous la voudrez », a-t-il dit en me présentant un contrat de vente pour exactement ce qu'il avait payé à Frank. Votre mère m'a en fait donné un supplément pour couvrir les rénovations que j'ai faites. Elle a pensé à tout. Nous avons réemménagé dans la maison le jour du 9e anniversaire de Tyler. Il a couru directement au sous-sol où Roger avait laissé le faux panneau en souvenir. Le coffre-fort est resté, contenant maintenant nos documents importants et une photo de maman. Grand-mère était comme une espionne, a déclaré Tyler, passant ses doigts sur la gravure avec mon nom. Elle nous a protégés même quand elle était malade. Ce soir-là, Denise m'a aidé à déballer des cartons dans la cuisine où maman m'avait appris à cuisiner. Ta mère a joué le jeu le plus long que j'ai jamais vu, s'est-elle émerveillée en tenant les journaux de suivi GPS qui avaient localisé chaque objet de famille volé. Elle savait exactement ce que Frank ferait et l'a laissé se pendre avec sa propre cupidité. Frank a été contraint de rendre tout ce qu'il avait pris. La porcelaine est revenue, les albums photos, les outils de papa du garage, même la courte pointe que maman avait faite pour mon 16e anniversaire. Chaque article portait une petite étiquette de l'écriture de maman avec son histoire et sa signification. Elle voulait que je connaisse l'histoire derrière chaque pièce. Le chalet au bord du lac à Sterling Falls a été une révélation. Il se trouvait sur 2 acres de terrain de premier ordre au bord de l'eau, valant maintenant le triple de ce que papa avait payé. Les locataires étaient un charmant couple de retraités qui y vivaient depuis 15 ans. Dorothy était la meilleure propriétaire que nous ayons jamais eue, m'ont-ils dit. Juste, gentille, et n'a jamais augmenté le loyer au-delà du coût de la vie. Elle disait que cet endroit était fait de souvenirs, pas d'argent. Dans la chambre principale du chalet, nous avons trouvé une dernière surprise. Un mur d'étagères encastrées contenait des journaux, un pour chaque année depuis la mort de papa. Maman lui avait écrit des lettres lui racontant mon premier jour d'école, ma remise de diplôme, la naissance de Tyler, chaque étape importante qu'il avait manquée. La dernière entrée, écrite la semaine avant sa mort, disait « James, j'ai tenu ma promesse. J'ai protégé notre fille. Je me suis assuré qu'elle sache qu'elle était aimée de nous deux. » Tyler a trouvé un autre trésor, une boîte de lettres adressées à lui pour chaque anniversaire jusqu'à ses 18 ans. La première disait « Cher Tyler, ton grand-père disait que la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais de savoir en qui tu peux avoir confiance. Ta mère est la personne la plus riche que je connaisse parce qu'elle t'a. Prenez soin l'un de l'autre. Ne laisse jamais personne te faire sentir que tu n'as pas ta place. Tu es un Raburn et cela signifie quelque chose. Pas à cause de l'argent ou de la propriété, mais parce que nous protégeons les nôtres. Nous tenons tête aux tyrans et nous trouvons toujours un moyen de gagner, même si cela prend du temps. Avec amour, grand-mère Dorothy. Frank a déménagé en Floride après sa condamnation à 2 ans de probation et de travaux d'intérêt général. Ses concessions automobiles ont été vendues pour payer les frais de justice et les dédommagements. Ses enfants ne lui parlent plus. Bradley m'a envoyé un message à Noël dernier disant qu'il comprenait enfin pourquoi tante Dorothy avait toujours semblé triste quand Frank venait lui rendre visite. Elle a vu clair en lui depuis le début, n'est-ce pas, a-t-il écrit. Et elle nous a quand même traités avec rien d'autre que de la gentillesse. Parfois, je me tiens dans le sous-sol, regardant ce coffre-fort, pensant à la femme qui m'a élevé. Dorothy Raburn, l'infirmière que tout le monde sous-estimait, avait protégé sa famille d'outre-tombe. Elle avait transformé la cupidité de Frank en sa chute en n'utilisant que de la patience, de la planification et un coffre-fort caché dans le sous-sol. Maman m'a dit un jour, Melinda, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Mais cela ne veut pas dire que tu dois lui montrer tout ce que tu es. Elle a vécu cette philosophie, gardant sa force cachée, laissant Frank croire qu'il gagnait pendant qu'elle montait un dossier en béton contre lui. Chaque soir, quand je borde Tyler dans son lit, dans la chambre qui était autrefois la mienne, sous le toit que mon père a réparé de ses propres mains, je remercie Dorothy Raburn pour son dernier cadeau. Elle ne nous a pas seulement laissé une propriété ou de l'argent. Elle nous a laissé la preuve que la justice peut prévaloir, que les tyrans ne gagnent pas toujours, et que parfois la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui détient toutes les cartes. Aimez farouchement, planifiez soigneusement, et ne sous-estimez jamais l'amour d'une mère ou l'attention aux détails d'une infirmière.
Elles voient tout, se souviennent de tout, et si nécessaire, elles protègent tout ce qui compte. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé quelqu'un de spécial dans votre vie, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre soutien aide ces histoires importantes à atteindre plus de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies incroyables sur la famille, la justice et les façons inattendues dont l'amour nous protège. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Et souvenez-vous, parfois le plus grand héritage n'est pas l'argent ou la propriété. C'est de savoir que vous avez été aimé au point d'être protégé, même d'outre-tombe. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.